Aujourd'hui, on va parler de la corrosion. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit tout simplement d'un phénomène physique qui, bien sûr, qui est traité en chimie et qui traduit tout simplement la dégradation des métaux d'une manière tout à fait naturelle. Donc, à travers cette dégradation, les métaux cherchent à revenir à l'état où l'homme les a trouvés en premier lieu. Parce que vous savez que les métaux utilisés comme le fer, comme le cuivre, au départ, ils n'existent pas à cet état pur, d'accord? Donc, il y a toute une série de traitements pour, si vous voulez, purifier ces métaux-là. Donc, ça, c'est un problème pour l'industrie, puisqu'on évalue la quantité de fer qui est détruite annuellement à peu près le un quart. Donc, c'est-à-dire, donc les scientifiques cherchent plutôt à vaincre ce phénomène-là. Nous, on va essayer de traiter ce phénomène-là d'une manière, on va faire l'étude, on va essayer de comprendre, si vous voulez, physiquement et bien sûr à travers ce cours de chimie, on va essayer de comprendre ce phénomène-là. Donc, je rappelle que le 4 mars 1965, il y a un gazoduc qui a été corrodé et qui éclate. Donc, les scientifiques ils fait des recherches pour vaincre ce phénomène-là, pour bien sûr pour éviter de tels incidents de se répéter, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire la corrosion? La corrosion disait le phénomène par lequel les métaux tendent à revenir à l'état sur lequel ils se trouvent dans la nature. Donc, dans la nature, les métaux, comme par exemple le fer, il n'existe pas à l'état comme fer, mais il est sous forme d'oxyde, il est sous forme de sulfate, de carbonate, etc. Donc, le fer était présent à l'état naturel sous forme d'oxyde. Il doit être réduit, d'accord, dans les hauts fourneaux. Donc, pour avoir le fer que nous utilisons bien sûr dans l'industrie, il faut quand même réduire les oxydes pour avoir le fer et non pas oxyde. D'accord? Les métaux comme l'or par exemple, se trouvent dans le sol à l'état natif. Il est sous forme d'or, puisqu'il y a des métaux comme l'or par exemple qui résistent beaucoup à la corrosion. Donc ça s'appelle les métaux nobles. Donc cette leçon, on va le traiter comme ça, avec une petite introduction. Et on va essayer pour comprendre le phénomène à travers le diagramme de Pourbet. Donc c'est le diagramme qui est connu sous le nom EPH. Donc on va comprendre, on va essayer de faire plutôt la corrosion électrochimique, parce que qui figure dans le programme de classe préparatoire, et on va essayer de savoir comment se protéger contre la corrosion, d'accord, par la protection qui s'appelle cathodique ou bien la protection anodique. Voilà. Donc, ce sont des phénomènes par lesquels les métaux ou les alliages, bien sûr, tendent à s'oxyder sous l'influence d'agents oxydants comme O2, par exemple, qui existent dans l'air. Donc, il y a des oxydants gazeux, donc ça s'appelle la corrosion sèche. Il y a aussi des oxydations qui se font dans les solutions qui s'appellent oxydation humide ou bien corrosion humide. Donc, il y a deux types de corrosion, la corrosion sèche et la corrosion humide. L'atmosphère terrestre, tout le monde sait qu'il contient quand même de l'eau, de vapeur d'eau. Et par condensation sur les pièces métalliques, cette vapeur d'eau forme un film d'eau chargé de diverses substances présentes dans l'atmosphère, comme le dioxyde, le dioxygène O2, ou bien dioxyde de carbone CO2, ou bien oxyde d'azote NO2 par exemple, etc. C'est pourquoi la corrosion humide est le phénomène sur lequel nous allons pencher, parce que c'est le plus célèbre. La présence simultanée, bien sûr, de dioxygène O2 et de l'eau H2O est un facteur qui est favorable à la corrosion humide. Donc, il encourage
si vous voulez, ce type de corrosion. Donc, il est de même de la présence d'ions. Bien sûr, la présence d'ions aussi, il encourage davantage la corrosion humide, même quand il ne participe pas. Donc, si vous voulez, la situation favorable à la corrosion, c'est l'existence de l'eau et aussi de O2, c'est-à-dire le dioxygène, mais aussi si on a des ions, donc vous savez que les ions, ils participent à la conduction, donc ils encouragent davantage à ce phénomène-là. Donc la corrosion humide se traduit par une réaction sur laquelle les espèces chimiques et les charges électriques prennent part. On parle alors de corrosion, ce qu'on appelle corrosion électrochimique. Il en résulte de l'établissement de courants locaux dû à l'existence de piles locaux. Donc il y a des piles locaux, chose qu'on verra par la suite. Donc il y aura une réduction cathodique, toujours réduction à la cathode, et une oxydation anodique. Parce qu'on va former ce qu'on appelle des micropiles ou bien des petites piles sur les pièces métalliques. Bien sûr, l'oxydation anodique étant localisée, bien sûr, ces deux types de réactions, ils vont se localiser en deux zones distinctes. L'oxydation d'un métal en milieu humide se traduit la plupart du temps par la dissolution de celui-ci dans le milieu aqueux sous forme d'ions. Ça veut dire on va transformer le fer, par exemple Fe, en Fe plus 2 ou bien Fe 3 plus. Donc, c'est-à-dire il y a changement de l'état, donc il sera transformé en ion. Bien sûr, cependant, il peut y avoir formation d'oxyde solide. D'accord. Donc, ce sont des phénomènes qui sont complexes, qui sont bien sûr qui sont fonction des concentrations des réactifs en présence, de la température, de l'état de surface en présence, etc. Voilà. Donc, pour comprendre ce phénomène, on va rappeler un certain nombre de notions, comme le potentiel d'électrode. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si par hasard, j'en ai un métal ici, qui est plongé dans une solution qui contient les ions de ce métal. Donc, l'ensemble constitue ce qu'on appelle un électrode et qui va fixer ces situations-là. Il va fixer un potentiel, d'accord? Ce potentiel-là, donc, qui sera noté E, le potentiel de ce couple-là, il sera fonction, bien sûr, de concentration de l'ion métallique. Ça s'appelle tout ça, ça s'appelle un demi-pile et il possède, si vous voulez, un potentiel. Un demi-pile, ce n'est autre qu'un électrode. Voilà. Maintenant, si j'ensemble deux électrodes, un électrode et un deuxième électrode, je constitue ce qu'on appelle une pile. D'accord? Donc, par exemple, pour mesurer le potentiel, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a prendre comme une convention. On a pris, donc c'est une convention, on a pris que le potentiel de H plus H2, le potentiel d'hydrogène est égal à 0. Et comme ça, on peut mesurer, si vous voulez, le potentiel de chaque autre électrode par rapport à ce potentiel. Donc ça constitue une référence pour les potentiels et c'est un choix qui est bien sûr arbitraire. Donc si je travaille dans les conditions standards, donc je vais mesurer ici le potentiel standard de plus Cu, l'électrode du cuivre, qui sera mesuré bien sûr à l'aide d'un voltmètre. Potentiel d'un métal milieu environnement, ça veut dire ESH. Un métal a un potentiel qui dépend fortement de son environnement. Certaines méthodes électrodes sont influencées par le pH
du milieu environnant. Chaque fois que nous avons un couple, pour un couple où on a des ions H+, chaque fois que E dépend du pH. Donc et ça constitue ce qu'on appelle le diagramme de Pourbaix, donc c'est EPH. Donc voilà le diagramme de Pourbaix. Donc qu'est-ce que j'en ai? Donc je peux diviser en quatre espaces. Donc ça l'espace qui constitue les milieux qui sont oxydants et acides. Ça c'est le milieu oxydant et alcalin, c'est-à-dire basique. Ça c'est le milieu réducteur et acide. Ça c'est le milieu réducteur et basique ou bien alcalin. Ce diagramme-là, potentiel pH, sont utiles pour prévoir les réactions de corrosion. Donc il va nous aider quand même de prévoir, c'est-à-dire savoir s'il y aura lieu des réactions de corrosion. Ces prévisions ne font pas intervenir des considérations cinétiques. Ici, on va parler uniquement des considérations thermodynamiques. Il faut savoir qu'il y a une sorte de compétition entre tout ce qui est thermodynamique et cinétique. Nous, et dans ce chapitre-là, dans cette leçon-là, on va ici considérer que les considérations thermodynamiques. Et justement, une réaction thermodynamique est possible, je considère que c'est une chose avec une vitesse faible, ou bien sûr avec une vitesse faible qu'il devient de fait impossible. Or, une réaction thermodynamique possible peut s'effectuer avec une vitesse si possible qu'il devient de fait impossible. Comment lire un diagramme? Donc, on va essayer de comprendre comment on va lire ce diagramme-là. Donc, il y a comme vous venez de voir, des ondes qui sont délimitées par des traits indiquant les courbes de valeur EPH, pour lesquelles une espèce sera stable. Si on est dans une zone de stabilité d'espèce soluble d'un métal, on parle de corrosion. Par la suite, on va donner des exemples. Si on est dans une zone de stabilité de l'un des oxydes, on parle de passivation du métal. Mais si on est dans une zone de stabilité d'un métal, on parle d'humidité. D'accord? On va parler d'humidité. Donc, voilà. Ça, c'est le diagramme EPH de l'eau. Donc, ici, nous avons la stabilité de O2. Ici, nous avons H2O. Ici, nous avons hydrogène, H2. Ça, c'est le diagramme simplifié de l'aluminium. D'accord? Donc, ça, ça constitue la passivation, parce que c'est l'oxyde. Ça, c'est la corrosion, ici et là. D'accord? Puisque nous avons des ions, que ce soit complexe, soit ionique comme ça. Et ça c'est la zone d'humidité, puisqu'on parle de l'existence d'un solide, c'est-à-dire le métal d'aluminium pur. Comment peut-on prévoir une réaction électrochimique? Donc voilà, j'en ai par exemple, j'en ai un métal, ça c'est la zone d'humidité. J'en ai ici, je vais imposer un potentiel E ici. Qu'est-ce que j'en ai? Ici, je me trouve dans la zone de stabilité de cet oxydant-là. D'accord? Donc, on vient d'imposer un potentiel là. Donc, qu'est-ce qu'il va passer? Donc, cet oxydant-là va attaquer ce métal-là. Et vous voyez que l'oxydant et le métal, ils se trouvent dans deux zones distinctes. Donc, les domaines de stabilité de l'oxydant OX et du métal sont disjoints. Donc, ils sont deux milieux,
deux zones qui sont disjointes, c'est-à-dire différentes. Donc, et comme ça, il va y avoir oxydation du métal pour donner le réducteur de l'oxydant et donner bien sûr l'ion qui correspond au métal. Donc, on parle de corrosion. Donc, une fois je me retrouve avec un potentiel élevé, je me retrouve dans la zone, la zone de stabilité d'un oxydant. Donc, cet oxydant va effectivement attaquer le métal pour donner les ions. Donc, il s'agit de la corrosion. Voilà. Donc, l'oxydant va devenir réducteur et le métal va devenir ion. Et ces deux-là, ils vont coexister puisqu'ils se trouvent dans le même milieu. Donc, ils ne sont pas différents. Et ceci obéit ce qu'on appelle la gamma, donc la règle de gamma. L'oxydant attaque le métal pour donner l'ion métallique et le réducteur. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la corrosion. Donc voilà le diagramme simplifié du fer, donc le diagramme EPH du fer. Donc on se trouve bien sûr dans les fameuses régions, donc ça c'est la passivation, donc formation d'un oxyde. Ça c'est l'humidité puisque le fer seul est pur. Et ici nous avons les zones de corrosion puisque nous avons les ions Fe+3 et Fe+2. Lorsque je passe de Fe+2 à Fe+3, donc je parle d'une oxydation. Donc maintenant, si je juxtapose, c'est-à-dire je vais poser le diagramme EPH de l'or à celle du fer. Qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, l'or, il se trouve dans un domaine ou bien dans une zone qui est disjoint à celle du fer. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ces deux espèces ne peuvent pas coexister, donc ils vont interagir entre eux, d'où il y aura une corrosion, d'accord? Corrosion, c'est que le fer va devenir Fe+2 et justement O2 va devenir voilà, le fer va devenir Fe+2 et justement H2O va devenir H2. Donc ça, c'est une corrosion. Donc il y aura une possibilité d'oxydation de fer par l'eau, surtout au milieu acide. Et aussi, il y a possibilité d'oxydation de fer par O2, puisque O2 aussi, il est dans un milieu qui est disjoint, d'accord? Disjoint à celle du fer. Donc, il va y avoir aussi O2 va devenir H2O et F2 va devenir Fe+2. Voilà le diagramme de port B du cuivre. Donc, si je pose sur lequel je vais poser le diagramme de H2O, donc je vois quand même ici, c'est pas comme tout à l'heure, il y a une zone où l'eau peut exister avec le cuivre. Dans ce cas-là, donc l'eau et le cuivre ont des domaines qui sont communs. L'eau ne s'oxyde pas dans le fer. D'où tout le monde sait que on utilise des canalisations de cuivre et aussi on utilise des marmites de cuivre pour cuire si vous voulez et pour les aliments. Mais quand même, il y a une possibilité d'oxydation de cuivre par un oxydant comme le déoxygène. D'accord? Donc, il n'y aura pas oxydation par H2O, mais il y a une oxydation, il y a quand même une oxydation par O2. Mais dans ce cas-là, d'accord, on va avoir si vous voulez, la formation d'un oxyde de cuivre. C'est quand même une sorte de film qui protège le cuivre. Voilà le diagramme d'aluminium, pour B d'aluminium. Voilà, donc les zones de passivation, de corrosion et d'humidité.
D'accord? Il y a en général passivation, donc souvent il y a une passivation, c'est-à-dire formation d'un film protecteur de métal. Donc les métaux courants pouvant être attaqués par l'eau avec dégagement de dioxygène, on trouve le plomb, euh, on trouve l'étain, le nickel, le fer, le chrome, le zinc, l'aluminium. Métaux courants peuvent être attaqués par des solutions contenant du dioxygène. On trouve généralement le cuivre et l'argent. L'oxydation peut se traduire par l'apparition d'un oxyde, c'est ce qu'on appelle le domaine de passivation du métal. L'expérience montre que tout au moins, en présence des solutions exemptes de chlorure, des films d'oxyde sont généralement protecteurs pour, par exemple, l'aluminium, le chrome, le fer et l'étain. Ils sont protecteurs même en présence de chlorure pour le tétane. Donc, choses qu'on utilise pour fabriquer les prothèses dentaires, etc. Remarque, on entend souvent parler d'acier inoxydable. Donc, souvent on parle d'acier oxydable. Ce terme-là est donc il est impropre, c'est-à-dire c'est faux pour deux raisons. Donc, c'est que ce type d'acier qui est désigné par inoxydable, il contient d'autres éléments tels que le chrome et le nickel qui s'oxydent. Donc, c'est justement cette oxydation qui va être source d'une couche qui est protecteur de l'acier. Donc, c'est pas le fait que on dit acier inoxydable, c'est-à-dire il contient uniquement le fer, mais quand même il contient d'autres espèces chimiques telles que le chrome et le nickel. Donc, il n'est protégé que pour certains types d'environnement. Il sera bien sûr corrodé si on change l'environnement. Donc, c'est-à-dire il est protégé dans l'air, par exemple. Si je change le milieu, c'est-à-dire si je mets ce genre d'acier dans le fer, dans l'eau de mer, etc. Donc, il y a une possibilité qu'il y aura quand même corrosion. Donc voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la partie 2 de cet exposé, de cette leçon, pour bien comprendre, si vous voulez, quelles sont les causes de ces phénomènes-là et comment se protéger contre le phénomène de la corrosion. Merci et au revoir.